le candidat ajuste nerveusement sa cravate. Encore une fois, c'est un jeune diplômé en droit qui sait combien il est difficile d'entrer dans le monde impitoyable du droit. Des centaines de personnes ont postulé en ligne pour ce poste au sein du prestigieux cabinet Gilbert & Evans, mais seule une vingtaine ont été retenues pour un entretien et une seule obtiendra le poste. Le candidat est ici depuis 10 heures du matin. Et après 2 longues heures remplies d'anxiété, il ne reste plus que 2 personnes. Le candidat tente de rester calme et souhaite paraître confiant devant le recruteur, mais il ne peut s'empêcher d'être nerveux. Il tape du pied tandis qu'il regarde l'heure. Chaque seconde lui semble durer 1 heure. Il aurait peut-être dû apporter un livre pour se distraire et paraître intelligent devant son futur employeur. Mais au lieu de lire, le candidat ne fait qu'observer la moquette du bureau. La moquette est d'un rouge vif, décorée de lignes qui forment des formes anguleuses et superposées. Le candidat se demande si cela doit ressembler à du carrelage en terre cuite. Cela ne correspond pas à l'esthétique de Ponderosa Plaza. Les bureaux de Gilbert & Evans sont si neufs que le candidat sent encore l'odeur de la peinture fraîche. Il croit avoir entendu la secrétaire dire que la moquette a été changée récemment. À part la secrétaire, la seule autre personne dans la pièce est l'autre candidat. Elle lit un livre en attendant d'être appelée. Bien sûr, elle a apporté un livre. Le candidat est jaloux de son air calme. Sa seule consolation est de penser qu'elle aussi est sûrement nerveuse, mais qu'elle le cache mieux que lui. Après ce qui semble être une éternité, l'intervieweur ouvre la porte. L'intervieweur prononce le nom de la femme et elle se lève, glissant son livre sous son bras. La candidate lui souhaite bonne chance et celle-ci hoche la tête avant d'entrer dans l'autre pièce. Les minutes passent. Le candidat essaie d'apaiser ses nerfs en suivant des yeux les motifs du tapis, mais cela ne sert à rien. Sa bouche est extrêmement sèche. Il sent sa langue coller à l'arrière de ses dents et alourdir sa mâchoire inférieure. Il avale sa salive, essayant désespérément d'atténuer cette sensation de sécheresse. La secrétaire lui avait proposé de l'eau plus tôt, mais il avait refusé, comme un idiot. C'est sans doute sa dernière chance avant l'entretien. Hésitant, il fait signe à la secrétaire, puis, d'une voix rauque, demande un verre d'eau. Alors que la secrétaire va chercher de l'eau, le candidat baisse à nouveau les yeux. Il pourrait jurer que le motif de la moquette avait bougé, mais ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Il doit se concentrer. Il tente de croiser les jambes, sans succès. Quelque chose semble retenir sa jambe. Avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive, le candidat commence à se sentir étourdi. Quelque chose ne va pas ici, mais le candidat ne peut rien faire. Il se sent faible et à froid. L'obscurité commence à envahir sa vision, puis tout autour devient noir. Pendant ce temps, l'entretien se déroule sans accroc. La femme qui passe l'entretien est calme, posée et semble qualifiée pour le poste. L'intervieweur a déjà vu assez de candidats pour savoir qui sera rappelé, mais il doit encore en rencontrer un dernier. En serrant distraitement la main de la femme en lui souhaitant bonne chance, il pense en fait à son déjeuner. Une salade? Peut-être un burrito? Soudain, un cri perçant retentit dans la salle d'attente. La femme et l'intervieweur se ruent ensemble vers la porte et l'ouvrent. Ils voient la secrétaire, le visage livide, la main tendue pointant vers le dernier candidat de la journée, affaissé sur sa chaise. Mort. Les bureaux de Gilbert & Evans sont rapidement bouclés. Il ne faut pas longtemps aux secouristes pour se rendre compte qu'il y a quelque chose d'anormal avec le corps du candidat. L'intervieweur et la secrétaire ont cru qu'il était mort d'une crise cardiaque due au stress. C'est tragique pour une personne si jeune, mais ce n'est pas inédit dans le domaine juridique. Cependant, le corps ne présente aucun signe d'arrêt cardiaque. Il y a aussi le fait que le candidat n'a fait aucun bruit avant de décéder, pas même un souffle. En réalité, il paraît qu'il est parti très paisiblement, tout compte fait. Le plus étrange avec le cadavre du candidat, c'est l'absence totale de sang dans son corps. De plus, aucun sang n'est présent sur les lieux. Aucune trace évidente de piqûre n'est visible, mais comment un homme aurait-il pu être vidé de son sang aussi vite autrement ? Faute d'explication, la mort du candidat est considérée comme un meurtre et le meilleur détective de la brigade criminelle est appelé. Le détective interroge la femme, la secrétaire et l'intervieweur, et ils racontent tous la même histoire. Le candidat semblait nerveux, ce qui était prévisible. Il a demandé de l'eau, puis, pendant que la secrétaire était sortie de la pièce, il est tombé raide mort. Le détective procède à un examen approfondi de la pièce. Rien d'inhabituel, même pas de tache sur la moquette. À part la tache laissée par la secrétaire en renversant son verre, la meilleure théorie du détective est que quelqu'un aurait utilisé une pompe ou une machine pour drainer le sang du candidat.
Mais la logistique d'un tel acte semble peu probable. La secrétaire n'a rien vu. Il n'y a aucun signe visible qu'une grosse machine ait même été dans la pièce. Il n'y a aucune marque d'enfoncement sur la moquette. Personne n'a entendu les bruits caractéristiques d'une machine. Alors que le détective examine la pièce plus en détail, les témoins sont escortés hors des lieux et les autres agents se concentrent sur la vérification des couloirs. Le portier est interrogé sur toute personne suspecte entrée dans l'immeuble ce matin-là. Peut-être que l'un des autres candidats essayait d'augmenter ses chances d'être embauché en éliminant la concurrence. Après un examen approfondi, le détective retourne au commissariat et commence à remplir la paperasse pour l'affaire. Ce n'est pas la pire mort sur laquelle les détectives ont enquêté, mais quelque chose à ce sujet lui reste en tête toute la journée. En griffonnant ses notes, des pensées tourbillonnent dans sa tête. La mort du candidat est plus qu'atroce. C'est déroutant. Pourquoi le tueur l'aurait-il choisi ? Pourquoi, si le tueur était un autre candidat motivé par la jalousie, se serait-il arrêté à une seule victime ? L'affaire est tellement déroutante que le détective en oublie presque d'enlever ses chaussures avant de se coucher ce soir-là, ce qu'il fait souvent quand une enquête l'obsède. Il se considère chanceux de vivre seul. Il enlève ses chaussures, les pose à côté du lit et s'endort. Le lendemain matin, le détective se réveille. Il consulte son téléphone pour voir si le laboratoire de police scientifique a fait des découvertes pendant la nuit pouvant résoudre l'affaire. Rien. Découragé, il commence sa journée. Il balance ses jambes hors du lit, mais quelque chose ne va pas. Dès qu'il pose les pieds sur la moquette, il sent un poids énorme qui les tire vers le bas, comme si quelque chose s'y accrochait. Le détective baisse les yeux. Quelque chose de large et de plat a entièrement englouti son pied, quelque chose de la même couleur que la moquette de sa chambre. Le détective essaie de crier, mais plus son corps est englouti par la moquette, plus il est submergé par une vague d'épuisement. Il se sent froid et engourdi, deux choses qu'il sait être des symptômes d'une perte rapide de sang. À ce moment-là, il comprend ce qui est arrivé au candidat. Au moment où quelqu'un s'interrogera sur son absence au travail, le détective sera mort depuis longtemps, victime de la même perte de sang mystérieuse qu'il avait été chargé d'enquêter. Naturellement, lorsqu'un détective enquêtant sur une mort mystérieuse devient lui-même victime de cette même mort mystérieuse dès le lendemain, la Fondation SCP s'en aperçoit. La Fondation a vite sécurisé Ponderosa Plaza, le domicile du détective, et administré des amnésiques à tous les présents. Selon les témoins, seule la police et les ambulanciers sont venus sur place et le candidat ainsi que le détective sont morts de crise cardiaque survenue au pire moment. Les moquettes des deux sites ont été retirées puis remplacées à prix réduit par l'entreprise locale de confiance Superior Carpet Professionals. Cela a été fait dans l'espoir de prévenir d'autres décès causés par SCP-522, la moquette vampire. SCP-522 ressemble, à première vue, à un simple échantillon de moquette rouge à motif géométrique. Quand plusieurs personnes l'observent, il reste inerte. Mais si une victime se retrouve seule avec lui, il quittera le sol, s'enroulera autour des parties du corps à sa portée et insérera des milliers de filaments microscopiques dans sa peau. Le SCP-522 peut aspirer chaque goutte de sang d'une créature vivante en quelques minutes. Une fois que la victime est complètement exsangue, la créature relâche sa proie et retourne à sa place sur le sol, comme si de rien n'était. Une personne entre dans la pièce et découvre un cadavre blafard, apparemment mort subitement sans témoin. Bien que l'échantillon en confinement à la Fondation soit rouge vif, cette couleur n'est pas liée au régime macabre de la créature, et les instances de SCP-522 peuvent avoir n'importe quelle couleur de moquette. Des recherches plus poussées sur la structure de la créature ont révélé que c'est parce que la moquette elle-même n'est pas vivante. Elle est simplement infestée par une forme mystérieuse et agressive de moisissures visqueuses inconnues qui prospèrent dans les fibres de la moquette. Ainsi, toute personne travaillant avec SCP-522 doit porter une combinaison de protection chimique complète et suivre les procédures de décontamination en sortant de la cellule de confinement. Comme nous l'avons appris dans le cas du malheureux détective, il est tout à fait possible de créer de nouveaux cas de SCP-522 simplement en se tenant sur une instance précédente et en ramenant sur la moquette d'un autre lieu. Des éléments anecdotiques laissent penser que les cas de SCP-522 n'ont jamais été signalés attaquant des victimes vivant dans des foyers où l'on enlève ses chaussures. Le SCP-522 est nourri avec un cochon vivant ou un animal de taille équivalente une fois par semaine. Ce calendrier est arbitraire car on ignore combien de temps l'organisme peut survivre entre les repas. Comme de nombreux prédateurs embusqués, il sait être très patient.
En dehors des conditions de test, absolument aucun membre du personnel n'est autorisé à entrer dans l'enclos du SCP-522 sans supervision. Le tapis agit surtout comme un animal, mais il paraît avoir une intelligence limitée, ou au moins une conscience plus développée de ce qui l'entoure. Les tests sur animaux et humains ont permis à la Fondation de prouver que le tapis distingue une personne douée de conscience d'un animal. Si un membre du personnel de classe D est placé au centre de SCP-522 pendant qu'une autre personne observe depuis l'autre côté de la pièce, SCP-522 restera inerte. Il se passe la même chose si un rat est placé sur SCP-522 pendant qu'un membre du personnel de classe D observe. Mais lorsque deux rats sont placés aux mêmes positions, SCP-522 attaquera simplement l'un d'eux et le videra de son sang malgré la présence de l'autre. Les tests avec un membre du personnel de classe D sur le tapis, observé par un rat, ont donné les mêmes résultats. Donc, SCP-522 n'agit que lorsqu'il n'est pas observé par des humains en particulier. Il reste à déterminer si SCP-522 sait qu'un témoin humain serait capable de donner l'alerte et de mettre les futures victimes en garde. Bien qu'il connaisse la différence entre humains et animaux, il ne semble pas tenir compte des caméras qui filment sans arrêt son enclos. Lorsqu'une occasion de chasser se présente, il semble que rien ne puisse empêcher SCP-522 d'engloutir sa proie. Lors d'un test, le personnel de la Fondation a agrafé la moquette au sol pour voir si cela la gênerait. Un membre du personnel de classe D a été placé au centre du tapis. Le SCP-522 a fait preuve d'une force considérable en arrachant rapidement les agrafes du sol, puis a englouti et exsanguiné le membre du personnel de classe D. Un autre test a été mené avec un bureau lourd partiellement sur le SCP-522, et un membre du personnel de classe D se tenait aussi dessus. Le SCP-522 a en fait réussi à se tortiller pour sortir de sous le bureau, à exsanguiner le membre du personnel de classe D, puis à se glisser de nouveau sous le bureau. Étant donné la facilité avec laquelle l'organisme SCP-522 peut se répandre et à quel point il s'avère être un chasseur furtif et persistant, la Fondation a naturellement envisagé s'il pourrait avoir des applications potentielles dans le monde réel. Si les bons contrôles étaient mis en place, par exemple, il pourrait servir d'outil parfait pour des assassinats politiques discrets. Des essais sont en cours pour reproduire et cultiver davantage cet organisme en laboratoire en attendant l'approbation. Pour l'instant, grâce aux efforts de la Fondation, le seul spécimen survivant connu de SCP-522 existe en confinement. Mais étant donné qu'il peut se propager à n'importe quelle moquette, il est recommandé à tous nos abonnés de nettoyer soigneusement leur tapis. Essayez de laisser vos chaussures à la porte en rentrant, par précaution. Et si vous envisagez de rénover ou d'emménager dans une nouvelle maison prochainement, vous devriez probablement envisager d'opter pour du parquet.